La démographie est quelque chose de fascinant. L'être humain est passé de quelques milliers à quelques millions, puis à quelques milliards d'individus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un des concepts, une des théories de la démographie, c'est celui de la transition démographique. Pour l'analyser, j'ai choisi de découper la vidéo en 3 temps. Dans un premier temps, on va revenir sur les définitions sans lesquelles on ne peut pas comprendre le concept de la transition démographique. Dans un second temps, on reviendra sur ce concept en lui-même. Et enfin, on en présentera les limites. Vous êtes prêts? C'est parti. Première partie, définition. Si vous voulez une définition un petit peu canonique de ce qu'est la transition démographique, on pourrait dire que c'est le passage d'un régime démographique ancien à un régime démographique nouveau. Et là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi un régime démographique? Un régime démographique, c'est un mode d'évolution de la population en fonction de la natalité et de la mortalité à une période donnée. Alors là, peut-être que vous comprenez absolument rien à ce que je viens de raconter. Peut-être que c'est un peu abstrait pour vous. Mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre parce qu'on va l'expliquer en détail. Enfin, il y a 2 indicateurs qu'il faut avoir en tête. C'est le taux de natalité et le taux de mortalité. Et là, vous allez voir que c'est très simple. Le taux de natalité, c'est le nombre de naissances pour 1000 habitants. Ça se calcule très simplement. Vous prenez le nombre de naissances dans un pays en 1 an, vous divisez par la population totale du pays et vous multipliez par 1000. On va le faire pour la France en 2024. 663 000 naissances d'après l'INSEE en France en 2024, qu'on divise par les 68 millions d'habitants estimés dans le pays. Vous multipliez par 1000 et ça vous donne un taux de natalité en France de 9,75 pour 1000. Pour le taux de mortalité, c'est exactement la même chose, mais avec les décès à la place des naissances. À nouveau pour 2024 en France, 639 000 décès selon l'INSEE, 68 millions d'habitants toujours. On divise, on multiplie par 1000, ça nous donne 9,39 pour 1000. Et enfin, si on fait la différence entre la natalité et la mortalité, on obtient ce qu'on appelle le solde naturel. Concrètement, s'il y a plus de naissances que de décès dans un pays, on parle d'accroissement naturel de la population. Si à l'inverse, il y a plus de décès que de naissances, on parle de solde naturel négatif. Ok, maintenant que vous avez les bases, on va attaquer le concept même de la transition démographique. Seconde partie, explication. Dès l'Antiquité, on a très bien compris l'intérêt qu'on avait à évaluer sa population. Cet intérêt, il est militaire, il est aussi fiscal. On a besoin de savoir combien on a de soldats mobilisables, combien on a de personnes susceptibles de payer l'impôt. Et donc les études démographiques, on pourrait dire qu'elles sont presque aussi anciennes que les États finalement. Mais c'est vraiment à partir du 19e et début du 20e siècle que la discipline va se professionnaliser. Aux États-Unis, en Europe, les études démographiques se multiplient. Et dans ce contexte, en 1934, Adolphe Landry, un économiste français, va rédiger un essai, La Révolution démographique, dans lequel il va analyser les populations françaises et britanniques depuis le 19e siècle. Et il va se rendre compte que le régime démographique de ces 2 pays a changé suivant le même modèle, pas réellement au même moment, mais presque. Il va se rendre compte que la mortalité dans ces 2 pays a chuté à partir du 19e siècle, alors que la natalité restait très élevée, et donc il va en conclure un changement de régime démographique. Plusieurs démographes vont alors mettre en lumière des changements, des évolutions en ce qui concerne les taux de natalité et de mortalité, changements se répétant dans plusieurs pays à des temporalités différentes. À partir de ces cas particuliers, on met au point un modèle théorique, c'est celui de la transition démographique. Ce modèle théorique, il peut être résumé à travers un graphique qui est bien connu, sur lequel on va essayer de s'appuyer maintenant. Puisque la transition démographique, c'est le passage d'un régime ancien à un régime nouveau, on va commencer par étudier ce qui caractérise le régime ancien. Alors qu'est-ce qui caractérise selon les démographes un régime démographique ancien? Vous le voyez tout d'abord, c'est des taux de natalité et de mortalité très élevés, au-dessus des 40 pour 1000, donc concrètement beaucoup de naissances mais aussi beaucoup de décès. Ce qui caractérise aussi un régime démographique ancien, c'est un écart relativement faible entre le nombre de naissances et le nombre de décès, avec par moment des décès qui peuvent être supérieurs aux naissances, en fonction des épidémies, des guerres par exemple, ce qui fait que le solde naturel est très très faible et que la population augmente relativement peu. S'amorce alors une transition, un changement, avec une chute drastique de la mortalité. Donc concrètement, le nombre de décès est réduit de façon très importante, alors même que la natalité reste très élevée. Conséquence, le solde naturel, donc l'écart entre les naissances et les décès, s'accroît, ce qui fait que la population augmente considérablement.
Comment expliquer cette baisse si importante de la mortalité? En fait, vous allez voir que les raisons, elles sont nombreuses. Ça peut être des progrès faits dans la lutte contre les maladies épidémiologiques, avec la mise en place par exemple de vaccins, ce qui fait qu'on meurt moins de certaines maladies que nos ancêtres. Ça peut être un meilleur contrôle des famines. Ça peut être un meilleur accès aux soins, avec la construction d'infrastructures, par exemple des hôpitaux. Ça peut être la formation des médecins, donc plus de médecins, mieux formés. Ça peut être l'amélioration des réseaux d'eau potable, des égouts, qui peuvent transmettre aussi des maladies. Donc tout un tas de raisons qui permettent d'expliquer qu'on a une baisse drastique de la mortalité. S'amorce alors une seconde phase de la transition démographique où le taux de natalité va chuter pour rejoindre plus ou moins la courbe du taux de mortalité. Comment l'expliquer? À nouveau, les raisons sont nombreuses. Ça peut être dans un premier temps une amélioration dans l'accès aux moyens de contraception, dans l'accès aux moyens permettant l'avortement. Ce qui a un effet, c'est de réduire le nombre de naissances. Une seconde raison qui peut être avancée, c'est le recul de l'âge moyen du mariage et donc du premier enfant. Il faut aussi évoquer les progrès faits dans l'éducation des femmes, qui étudient, qui travaillent, qui s'émancipent. Ce qui peut avoir une conséquence, c'est de faire baisser le nombre de naissances. Enfin, on peut évoquer des progrès faits dans l'éducation aux hommes, aux femmes, avec des populations beaucoup plus éduquées qu'elles n'étaient auparavant, et une prise de conscience de ce que peut changer un enfant dans la vie d'un couple, avec notamment un coût financier qui n'est plus le même, une liberté qui n'est plus le même, et donc pour certains couples, un choix, celui de ne plus avoir d'enfants. Les deux courbes finissent par se stabiliser, la natalité reste un petit peu plus élevée que la mortalité, donc on a un solde naturel positif, mais on n'a pas un écart très important, ce qui fait que la population n'augmente pas en grand nombre, mais on est bien passé d'un régime démographique ancien, avec une natalité et une mortalité très élevées, à un régime démographique nouveau, avec une natalité et une mortalité relativement faibles, ce qui fait qu'on a eu une transition démographique. Aujourd'hui, certains pays sont dans la première phase de la transition démographique. C'est le cas par exemple du Niger, qui, vous le voyez, a un taux de natalité très élevé et un taux de mortalité beaucoup plus faible, ce qui fait que la population du Niger augmente très rapidement. Des pays comme la France ont achevé leur transition démographique il y a maintenant bien longtemps, et on trouve des indicateurs qu'on a évoqués en début de vidéo qui sont relativement faibles. Et globalement, tous les pays du monde ont soit commencé, soit achevé leur transition démographique. Et on ne peut plus compter de pays parmi les anciens régimes démographiques. Par contre, ce modèle de la transition démographique, il comporte un certain nombre de limites qu'on va essayer de lister ensemble pour finir. Première limite, le modèle ne prend pas en compte les facteurs migratoires qui peuvent avoir une influence sur le régime démographique de certains pays. Seconde limite, et pas des moindres, le modèle de la transition démographique, c'est un modèle théorique qui, on l'a vu, est basé sur le modèle européen, la France, la Grande-Bretagne. Ce modèle européen ne peut pas s'appliquer à tous les pays du monde. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte les facteurs culturels, religieux, politiques, qui peuvent avoir une influence dans certaines régions du monde sur le régime démographique. Si on prend un pays comme la Chine, par exemple, vous avez eu pendant très longtemps en Chine une politique de l'enfant unique. Donc vous avez eu une politique visant à limiter le nombre de naissances. Donc ça a une influence sur le régime démographique qui n'est pas pris en compte dans ce modèle de la transition démographique. Troisième limite, ce modèle ne prend pas en compte les disparités au sein d'un pays. Si vous prenez un pays comme l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, certaines régions ont achevé leur transition démographique en Inde bien avant que certaines autres n'aient même commencé la transition démographique. Donc c'est aussi une limite. Enfin, et c'est peut-être la plus grosse limite, la fin du modèle table sur une stabilisation du régime démographique, avec des courbes de natalité et de mortalité qui restent relativement basses. Ce modèle est aujourd'hui dépassé dans certains pays qui sont entrés dans une nouvelle phase, qui n'est pas sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. C'est par exemple le cas du Japon, qui a une mortalité supérieure à sa natalité, ce qui fait que la population japonaise, c'est pas la seule, diminue chaque année. En espérant avoir été clair et que ça vous ait permis de mieux comprendre ce qu'était la transition démographique, je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à m'écrire en commentaire des sujets, que ça soit en histoire, en géographie ou même des sujets d'actualité que vous souhaiteriez que j'évoque. Ça sera avec plaisir si c'est dans mes cordes et si c'est dans mes capacités.